David Lester, bonjour. Bonjour Olivier, Vous bonjour êtes, camarade. vous êtes président du mouvement réformateur bruxellois. On vous a déjà entendu sur plein de sujets. L'occasion aujourd'hui de voir finalement tous les dossiers chauds de la rentrée pendant 10 minutes. On va aborder tous ces sujets. Mais d'abord, est-ce que vous avez l'impression que le Covid est enfin derrière nous? Non, pas du tout. Malheureusement, on le voit. Vous savez, par exemple, on a beaucoup parlé du Covid Safety Kit. Beaucoup pensent qu'une fois vaccinés, une fois qu'ils montrent leur Covid Safety Kit ce week-end, par exemple, à partir de là, c'est la liberté totale. Vous ne devez plus faire attention aux gestes barrières, vous ne devez plus garder une certaine distance, plus garder de masque. Et en réalité, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas transmettre. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui sont vaccinés, qui ont le Covid, heureusement, avec des formes nettement moins graves. Donc on doit rester extrêmement attentif. Et puis on voit à Bruxelles, il reste encore énormément de zones qui n'ont même pas vu passer une seule fois un vaccibus ou une promotion pour se faire vacciner. Ça, c'est l'absence évidemment de stratégie micro-locale, chirurgicale du gouvernement bruxellois. Ils essaient de rattraper un petit peu le retard qu'ils ont accumulé pendant leurs vacances, puisqu'ils n'ont pas fait leur devoir de vacances. Et donc le tout cumulé fait que malheureusement, on va continuer à devoir vivre malgré le virus, avec le virus, mais j'espère en tout cas sans fermeture, sans restriction aussi forte de nos libertés qu'on a pu connaître les années précédentes, mais on doit rester extrêmement attentif. Mais est-ce qu'il n'est pas justement trop tard pour vacciner? Est-ce qu'on n'a pas passé ce cap de « il faut encore vacciner » Est-ce que finalement, tous ceux qui devaient être vaccinés n'ont pas déjà été vaccinés? Alors, c'est évidemment la tentation un peu du désespoir, de croire que c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Vous savez, chaque jour, avec ces vaccibus, avec ces centres locaux, il y a 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 personnes qui acceptent de se faire vacciner. Sont toute une série de personnes qu'on aurait cru peut-être perdues pour la vaccination il y a encore quelques semaines, mais qui aujourd'hui évoluent parce qu'elles sont sensibilisées, parce qu'on a pu travailler aussi sur la désinformation. Et donc, non, on doit continuer la pédagogie, la proximité, jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'on a peur de l'hiver. L'hiver approche, mais peut-être que l'hiver sera tard. On a eu un été très pourri, qui sait, peut-être qu'on ne devra pas se renfermer chez nous et donc avoir moins de ventilation, donc plus de propagation du virus avant, qui sait, novembre. Et donc, on doit continuer. D'autres communes, d'autres régions ou d'autres villes en Belgique ont su pendant les vacances, convaincre des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc, il est encore possible, mais il faut mettre les bouchées doubles. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a encore un sérieux doute. On voit le ministre chaque semaine en commission santé. On essaie de faire le point avec lui sur comment ça avance. Je crois qu'il faut encore aller plus loin. Je crois qu'il y a encore beaucoup trop de zones qui ne sont pas touchées. Mais vous pouvez comprendre que beaucoup entendent ce message depuis plus d'un an et demi, de dire qu'on voit le ministre, etc. Ça fait maintenant un an et demi qu'on est dans cette crise. On ne parle plus d'urgence, on parle juste de gérer la crise, d'anticipation. Est-ce que vous allez à nouveau demander au ministre de rendre des comptes par la suite? Est-ce que vous allez demander une nouvelle commission parlementaire pour justement faire un débriefing de tout ce qui est arrivé après la première vague au niveau bruxellois? Absolument, c'est ce qu'on a demandé dès le début août. Vous savez, normalement, les vacances parlementaires durent jusqu'à mi-septembre, voire plus loin. Nous, dès début août, on a demandé de pouvoir voir le ministre chaque semaine. C'est ce qu'on fait maintenant. Chaque semaine, il doit venir nous rendre des comptes sur l'évolution de sa stratégie de vaccination. Combien de bus, combien de centres mycolo, dans quels centres commerciaux, dans quelle école, etc., etc. Donc on le suit à la culotte parce qu'il faut qu'il rende des comptes. Parce qu'apparemment, quand il doit rendre des comptes juste à ses collègues de gouvernement, ça ne suffit pas. On le voit, Bruxelles est à la traîne. Et donc on veut qu'il rende des comptes au Parlement. Mais il n'y a pas que lui. Ce matin, par exemple, on a convoqué en quelque sorte le ministre-président, Rudy Verwoerd lui-même, parce qu'il n'y a pas qu'Alain Marron, il y a aussi tous les autres. Vous savez, lors de la première vague au niveau fédéral, à un moment donné, ça n'était pas que la ministre de Bloc qui gérait, heureusement, mais c'était aussi des tas d'autres ministres. On en a même rigolé. On dit qu'il y a un ministre des élastiques, un ministre des masques, un ministre de ci, de ça. Ici, il n'y a que Alain Marron et les autres regardent sur leur balcon. C'est quand même extrêmement pénalisant parce qu'après, c'est eux qui devront aussi pouvoir payer les pots cassés. Et donc, c'est pour ça qu'on convoque le ministre-président ce matin. On a convoqué aussi le ministre de l'économie la semaine passée. On va continuer comme ça, à les suivre à la culotte. Mais à un moment donné, ils doivent eux aussi pouvoir exécuter en tant que membre de l'exécutif. Quel va être l'impact de cette crise Covid au niveau économique? Est-ce que vous avez des craintes pour l'année à venir et les années à venir au niveau bruxellois? Moi, j'ai pleinement confiance aux Bruxellois et aux entreprises bruxelloises. Je suis convaincu qu'elles vont pouvoir faire preuve de résilience, qu'elles vont pouvoir redresser la barre. Mais pour ça, il faudrait quand même qu'elles aient par moment un peu plus de coups de pouce que ce qu'elles ont pour le moment. On le voit, Bruxelles est à la traîne en vaccination maintenant. Ce n'est pas un message politique, c'est juste un fait. Et ce fait-là est têtu. Bruxelles est à la traîne en termes de vaccination.
Bruxelles a aussi été à la traîne en termes de primes, en termes de montant de primes. Et donc, malheureusement, Bruxelles n'aide pas suffisamment celles et ceux qui souffrent, ces entrepreneurs. Imaginez qu'on ait maintenant une quatrième ou une troisième fermeture. Ça pourrait être encore plus catastrophique que par le passé. Mais on le voit, il y avait encore hier toute une étude dans Le Soir qui montrait que les Bruxellois et les entreprises bruxelloises ont ce courage, ont cette capacité de se recycler, de se renouveler, de se retransformer. J'ai fortement confiance en elles. Je pense que ça sera encore plus puissant si elles étaient un peu plus aidées par ce gouvernement. Est-ce qu'au niveau social, au niveau économique, dans votre CPS, je rappelle que vous êtes président du CPS à Watermal-Boisfort, vous voyez déjà l'impact de cette crise Covid sur les citoyens, sur les habitants, sur les commerçants ou pas? Ah, on le voit depuis un an. Depuis un an, ça a explosé. Ça a explosé où le nombre de demandes multiples. Vous savez, il y a ceux qui ont besoin d'un revenu du CPS pour pouvoir vivre le mois, les indépendants, quand vous n'avez plus de job. Et si vous n'avez pas d'allocation temporaire, passerelle, qui a été développée par David Claraval, et c'est une bonne chose, tous ceux-là, tous ceux qui n'ont rien, souffrent très fort. Et puis il y a tous les autres aussi, qui étaient déjà, je dirais, au bord de la précarité, qui ont basculé dans cette précarité. Et donc on a presque doublé le nombre de personnes qu'on doit aider au jour le jour. On a dû augmenter le nombre donc, de personnes qui aident, des assistants sociaux, personnes de deuxième ligne, donc mon CPS en l'occurrence, a complètement basculé. C'est un bouleversement parce que c'était un petit CPS, je dirais, de village. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus gros, beaucoup plus grand parce qu'on essaye d'aider au maximum. L'espoir, et je continue à l'entretenir, c'est que ça soit temporaire. Je ne veux pas croire que toutes ces personnes qui aujourd'hui viennent toquer aux portes du CPS seront toujours là dans un an. Je veux croire qu'on sera parvenu à leur donner les outils, les clés, les tremplins, en fait, pour qu'elles puissent en sortir le plus rapidement possible. Est-ce que du coup, le Covid Safety Kit n'est pas la solution justement pour que l'économie, pour que tout reprenne et que finalement on vive qu'avec ce Covid Safety Kit? Bon, il y a deux éléments. Je comprends évidemment que ça puisse être très tentant, surtout quand on est vacciné, de se dire moi c'est bon, je suis vacciné, les autres n'ont qu'à montrer patte blanche. Le premier, c'est que, faut quand même rappeler que philosophiquement, le Covid Safety Kit divise la société entre les vaccinés et les non vaccinés. Ça paraît aujourd'hui peut-être normal pour beaucoup. Dans quelques années, quand on regardera rétrospectivement, on se dira que c'est quand même lourd comme mesure qu'on a pu prendre. Mais après, le contre-argument qu'on me donne, c'est regardez en France, ça a donné un push. Les gens se sont fait vacciner. Oui, sauf que c'était sur l'ensemble du territoire. Ici, ce que l'on voudrait faire, ou ce que le gouvernement bruxellois voudrait faire, c'est le développer uniquement sur Bruxelles, sur les 19 petites communes de Bruxelles. Il ne faut pas se leurrer, c'est assez simple, si vous voulez vraiment pas vous faire vacciner, d'aller un peu plus loin, d'aller en Wallonie, d'aller en Flandre. Et puis, si je prends la Wallonie et la Flandre, ils n'ont pas eu besoin de ce Covid Safety Kit. Ils ont pu atteindre des taux de 80-90% sans ce Covid Safety Kit. Maintenant, soyons honnêtes, si à un moment donné, l'option c'est de tout refermer ou de refermer certains secteurs, alors il faut que toutes les options sur la table soient développées, que ce soit celui-là ou que ce soit d'autres, peu importe. Mais je tiens quand même à rappeler qu'on n'aurait pas ce débat, vous et moi aujourd'hui, M. Coppens, si le gouvernement bruxellois avait fait ses devoirs de vacances, si le gouvernement bruxellois avait pu atteindre un niveau de vaccination plus ou moins similaire à ceux de ses voisins, un peu plus loin, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. Est-ce que Bruxelles est en train de s'isoler encore un petit peu plus? Plus que jamais. Est-ce que quand on revient sur toutes les autres mesures qui ont été prises pendant cette crise Covid, on oublie tout doucement le Covid, la ville a énormément changé en un an et demi, que ce soit en matière de mobilité, en matière de logement, aussi avec un nouveau plan logement qui arrive. Est-ce que ces aménagements, par exemple en mobilité, qui étaient temporaires, sont maintenant définitifs? Est-ce qu'on s'est habitué à cette nouvelle ville? Est-ce qu'on se dit que aujourd'hui, grâce ou à cause finalement de la crise Covid, on a une nouvelle ville, une ville du futur? Mais vous savez, Bruxelles a longtemps été une ville moderne, paradoxalement. Lorsque vous aviez l'exposition 68, à ce moment-là, on a voulu faire de Bruxelles une ville de progrès, moderne, où tout le monde pouvait venir à Bruxelles en voiture. C'est pour ça qu'on a créé ces autoroutes urbaines. C'est pour ça qu'on a un train qui traverse la ville, ce qui est assez rare en fait. D'habitude, le train s'arrête aux entrées de ville. Et puis, progressivement, les villes ont évolué. Et on le voit, vous avez de grandes villes pas loin de chez nous qui ont pu développer des infrastructures un peu partout pour que les cyclistes soient en sécurité, pour que celles et ceux qui veulent prendre le tram, le métro aient assez d'offres. Ça, Bruxelles a oublié de le faire les 30 dernières années. Et aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est en un coup, en un an, j'ai envie de dire, tout oublier, faire solde de tout compte et créer un peu partout, je dirais, une nouvelle ville. Sauf que malheureusement, nous, pendant les 20-30 dernières années, on n'a pas créé les alternatives suffisantes.
En parallèle de cela, il y a toute une série de pistes cyclables qui sont utiles. Moi, je suis content qu'il y ait beaucoup de cyclistes qui nous écoutent aujourd'hui, qui soient sur des pistes beaucoup plus modernes, beaucoup plus sécurisées. À nous, depuis l'opposition, de s'assurer qu'il n'y ait pas parfois quelques absurdités. C'est vrai que lorsque l'on voit une route, et puis vous avez deux pistes cyclables, une qui existait avant, mais qui n'ont jamais rénové, ou je dirais un tout petit peu retapé, et puis une nouvelle juste à côté, là je peux comprendre que certains se disent, mais quel est le but? Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Et donc c'est à nous, je dirais piste par piste, lieu par lieu, d'étudier et puis d'interpeller ceux qui sont derrière la manette pour s'assurer que ce soit un peu plus sécurisant, que ce soit en fait plus en harmonie avec tous les usagers, que ce soit les automobilistes, que ce soit les cyclistes ou les piétons. Et puis il y a un dernier point sur lequel peut-être nous on est, je dirais, libéraux un peu plus attentifs, c'est s'assurer que les noyaux commerciaux, eux, puissent toujours bien être alimentés par tous les usagers, que ce soit les piétons, les cyclistes, mais aussi, c'est vrai, les automobilistes, parce que Bruxelles a été construite autour du principe que vous venez avec votre voiture dans un centre commercial, qu'il soit de proximité ou plus grand, et vous avez besoin d'un endroit pour garer votre voiture. Il faut que, je dirais, on puisse continuer à garder cette proximité-là avec tous les usagers, que ce soit les cyclistes ou les automobilistes, et ça, c'est du cas par cas, je dirais place par place, noyau commercial par noyau commercial, avec, je l'espère, moi, à un moment donné, une vraie ambition pour Bruxelles en termes de mobilité, et je terminerai par là. Je rêve, par exemple, que l'on ait à un moment donné une avenue Louise qui soit complètement refermée, comme certains l'ont déjà proposé, où tout soit en réalité sous tunnel, vous voyez, et qu'on ait au-dessus, je dirais, une allée qui soit un petit peu plus ouverte, un peu plus verte peut-être, avec toujours des accès pour les commerces de proximité sur le côté, mais que si vous ne faites que passer par l'avenue Louise, vous passiez par en dessous, pourquoi pas? Ce sont des infrastructures, ce sont des travaux d'investissement, mais Bruxelles a besoin de cette ambition-là aussi, pour faire de Bruxelles une ville moderne, comme des tas d'autres libéraux ont fait pas loin, où ils parviennent à cumuler comme ça tous les usagers, et ils obtiennent même, en tant que bourgmestre, des prix en termes de mobilité. Je parle de Cours très souvent, je parle souvent de Gand, ce sont des villes libérales qui ont su développer comme ça une ville profondément moderne, où le commerce n'en pâtit pas, mais où il fait un peu plus respirable et où tous les usagers se sentent plus à l'aise. Vous êtes président du MR bruxellois, c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de passer sur plusieurs sujets. Quels sont les projets cette année du MR bruxellois? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux projets en 2021-2022? Alors, on a un moment en interne qui est extrêmement important à la fin de l'année où on va connaître des élections locales. Donc, chaque section va voter pour des nouveaux présidents et puis tout un nouveau bureau. C'est un moment de souffle qui est profondément important. C'est fondamental et qu'il y ait toute une série de nouveaux présidents ou de présidents qui soient reconduits. J'espère pour Etterbeek, par exemple, et que l'on puisse alors, du coup, lancer toute une machine encore plus concrète vers 2024. Donc, ce moment-là va être capital. C'est un moment de frais. C'est aussi un moment où on va pouvoir prendre toutes les équipes pour continuer ce qu'on a démarré ici depuis quelques semaines. C'est profondément ce que j'avais promis de faire il y a 2 ans lors de la campagne interne. Aller dans chaque rue, chaque quartier, toquer à chaque porte. Surtout là où on ne nous a pas assez vus, là où on a déçu, je l'ai dit, mais pour le moment ça se fait. Vous le voyez, il y a de tas de sections. Je vais demain à Excel, après-demain à Jette, je crois que je retourne à Berchem ce week-end, je ne sais même plus d'ailleurs. Et on va toquer dans chaque quartier pour proposer notre projet, pour débattre avec les citoyens et montrer qu'on est présent, pas uniquement quelques semaines avant les élections, dès maintenant. Et on a l'habitude, pour bien terminer cette émission, et vous n'y dérogerez pas, de passer par le curieux de savoir avec des questions courtes, réponses courtes. On sait déjà ce que vous faites en premier le matin, puisque vous étiez venu dans cette émission. Par contre, ça nous intéresse d'avoir une note de 1 à 10 pour la gestion de la vaccination. À Bruxelles, À Bruxelles. on est à du 3. Une note de 1 à 10 pour la nouvelle politique en matière de mobilité, les nouvelles pistes cyclables. On est à 5. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Que Petit Joli, qui est un salon de thé que ma compagne Julie va ouvrir d'ici quelques semaines, chaussée de Waterloo, 509, soit un beau succès pour elle et puis surtout pour tous les habitants qui viendront goûter ces cakes et ces scones. Voilà, je fais un peu de pub, mais j'en profite. La semaine prochaine, mardi prochain, nous aurons Clémentine Barzin qui sera à votre place. Est-ce que vous avez une question déjà à lui poser? J'ai 2 questions. Clémentine est quelqu'un qui s'investit énormément dans la commission économie à mes côtés. En fait, je peux même la laisser tout faire. Elle fait ça extrêmement bien. Et donc, je crois qu'une bonne question serait de savoir si elle était ministre de l'économie, comment elle aurait fait, qu'est-ce qu'elle aurait fait. Et je suis sûr qu'elle a d'extrêmement bonnes nouvelles et bonnes idées. Et l'autre question, c'est quand est-ce qu'on va enfin manger ensemble avec Boris? Merci beaucoup, David Lester, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député et président du mouvement réformateur bruxellois. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi matin, même endroit, même heure, à 8h05, avec un invité de la société civile. Et puis, mardi prochain, vous savez déjà quel est l'invité. Passez une bonne journée. À très vite.